Bonjour à tous, bienvenue au Global Digital Conference organisée par Gretech, durant laquelle vous allez pouvoir assister à plusieurs classes virtuelles. Donc, concernant notre thème, on va aborder durant cette classe virtuelle les astuces sismiques dans Advanced Design. Donc, on verra un peu quels sont les outils qui sont proposés par ce logiciel pour définir le séisme et l'exploiter. Donc avant de démarrer cette classe virtuelle, nous allons une petite présentation. Donc je suis Kamel Hanoun, ingénieur d'études structure chez Gretech depuis 2005. J'agis chez Gretech en tant que formateur, démonstrateur sur les produits internes de calcul, à savoir Melody, Arch Hybrid, Advanced Design et les BIM Designers. Je participe également aux formations sur le process BIM et notamment sur les échanges entre le logiciel de dessin Revit et les différents logiciels de calcul Arch Ossature et Advanced Design. Donc voir comment on peut optimiser l'échange et conserver une maquette définie en dessin pour la récupérer en calcul et inversement. Durant ces Global Digital Conference, vous allez pouvoir accéder à plusieurs rubriques qui vont être abordées, donc à savoir le Gretech Design, ça concerne plutôt les logiciels de dessin et la production de plans, donc à savoir les produits BIM Autodesk et les différentes extensions proposées par Gretech pour améliorer ce process BIM. Ensuite, vous avez le thème Simulate qui concerne les logiciels de calcul de structure et de simulation thermique et énergétique. Donc c'est essentiellement des produits internes à Gretech. Donc c'est sur cette partie-là qu'on intervient nous avec cette classe aujourd'hui. Ensuite, vous avez les thèmes concernant la fabrication et enfin le management qui concerne plus les process BIM et les documents associés. Donc au sommaire de cette présentation, nous allons voir les points suivants. Donc, dans un premier temps, on va regarder les différentes méthodes d'analyse sismique qui sont proposées dans Advanced Design et on fera un focus un peu plus détaillé sur la méthode pushover. Ensuite, on abordera un sujet récurrent qui est l'établissement d'un spectre de transfert entre une structure principale et une structure secondaire. C'est le cas assez récurrent des charpentes métalliques qui viennent se poser sur une ossature béton. Ensuite, on abordera le point de recherche des éléments principaux secondaires, donc comment on va repérer les éléments principaux participant au contrôlement sismique. Euh, Ensuite, on regardera comment établir la vérification des déplacements relatifs entre étages. Et enfin, on terminera sur les différents moyens de génération des combinaisons sismiques. Au niveau des méthodes d'analyse sismique, on dispose déjà de deux méthodes modales spectrales. La première méthode est la méthode des vecteurs propres, qu'on connaît des anciennes versions. C'est celle qui a été implémentée historiquement sur les logiciels et les anciennes versions. Et depuis peu, on dispose d'une nouvelle méthode qui est la méthode de Ritz, donc vecteur de Ritz dépendant de la charge, qui nous amène pas mal d'avantages. Déjà, cette méthode permet une convergence plus rapide, donc ça permet d'atteindre les critères de validité plus rapidement, car cette méthode va rechercher uniquement les modes qui ont une déformée significative. Donc ça c'est intéressant, on va pouvoir atteindre les critères de validité sismique de manière plus rapide, et notamment les 90% de masse mobilisée. Cette méthode a le même niveau, même domaine d'application que la méthode des vecteurs propres et le même niveau de précision. Donc ça c'est intéressant. Elle a également un autre avantage, c'est qu'elle permet d'automatiser la détermination du nombre de calculs de mode pour atteindre les critères de validité. Donc on n'aura plus besoin de fixer le nombre le nombre pour atteindre ces critères de validité. Le logiciel va automatiser cette détermination. Donc on verra sur un cas concret une comparaison notamment au niveau des deux calculs. Donc là sur l'exemple qu'on a, avec la méthode des vecteurs propres, on a besoin, enfin avec 80 modes, on atteint 87% de masse mobilisée suivant X et 81% suivant Y, et ça nous donne un temps de calcul de 13 minutes. En utilisant la méthode de Ritz sur ce même modèle, on atteint 99% suivant X et 97% suivant Y avec seulement 46 modes. Donc on voit bien le gain en termes de nombre de modes mobilisés. Et du coup, ça réduit le temps de calcul. On est à 7 minutes de temps de calcul. Cette méthode donc, nous permet, dans un second temps, d'automatiser le nombre de modes à calculer. Donc, dans la fiche de propriété
de l'analyse modale, on pourra demander au logiciel de fixer un taux de participation. Donc on lui demandera de stopper ses itérations et le nombre de calculs et le nombre de modes calculés à partir d'un taux de participation atteint dans toutes les directions du modèle. Comme c'est un calcul 3D, donc forcément les 90% seront liés aux directions X, Y et Z. Donc ça permet de valider dès le premier calcul l'obtention des critères de validité sismique, donc ce qui permet de réduire le temps de passer dans l'étude sismique. Effectivement, ça permet d'éviter de faire des itérations entre le calcul, l'analyse des résultats, donc, et éventuellement le retour en saisie pour augmenter le nombre de modes et de relancer l'exploitation. Ensuite, cette nouvelle version nous offre la possibilité de choisir le type de matrice de masse. On dispose de deux types de matrices de masse. La matrice discrète, donc le principe c'est que les masses sont affectées au nœud. C'est celle qu'on avait historiquement sur les anciennes versions, et c'est celle qui a par défaut. Cette matrice ne contient pas de composantes diagonales, ne contient que des composantes diagonales et translationnelles. Donc on n'a que des effets en translation et pas de rotation. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est plus rapide en termes de temps de calcul, et par contre elle est un peu moins précise. L'autre méthode qui a été intégrée, c'est la méthode consistante, type de matrice de masse consistante. Le principe de cette méthode, c'est que les masses sont distribuées le long de l'élément à l'aide de fonctions de forme. Donc voilà, la répartition des masses, elle est un peu plus précise. Cela permet une meilleure répartition des masses le long des éléments, et ça permet de tenir compte de l'effet rotationnel sur l'élément. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est plus précise. En revanche, le temps de calcul est allongé. Donc, pour illustrer tout ça, on va passer sur Advanced Design. On va ouvrir un premier modèle. Donc sur ce modèle, hein, comme vous connaissez la saisie sismique, hein, donc dans l'analyse modale, ici, vous retrouvez la méthode qu'on a vue ici, donc méthode des vecteurs propres et la méthode de Ritz. Quand vous êtes par la méthode de vecteurs propres, vous devez forcément fixer le nombre de modes à calculer. Et du coup, on retrouve également ici les deux types de matrices de masse, donc discrète et consistante. Donc on va rester sur celle qu'on a l'habitude. Alors ces deux types de matrices de masse ont vraiment un impact sur les structures de très haute fréquence. Donc en bâtiment, normalement, ça ne devrait pas changer les résultats. L'autre méthode, donc c'est la méthode de Ritz. Donc, si je prends ce même modèle, mais calculé avec l'autre méthode, donc méthode des vecteurs propres dépendant, donc méthode de Ritz dépendant de la charge. Dans ce cas-là, vous avez les deux solutions, soit la possibilité de fixer le nombre de modes à calculer, soit vous laissez déterminer automatiquement le nombre de modes à calculer et vous fixez par contre un taux de participation. Donc ici, vous pouvez renseigner le taux de participation à partir duquel vous voulez que le logiciel arrête le calcul des modes. On retrouve les deux matrices de masse, elles sont disponibles pour les deux méthodes de l'analyse modale. Donc si on regarde les résultats obtenus par la première méthode, la méthode des vecteurs propres, donc on voit qu'on atteint la convergence au bout de 80 modes et on est à 87% de masse mobilisée suivant X et 81 suivant Y. Ce même modèle calculé avec la méthode de Ritz nous permet de converger au bout de 46 modes avec des taux de participation qui avoisinent les 100%. Si on regarde de plus près au niveau de l'analyse modale, on se rend compte que les modes propres restent similaires. Ici, si on regarde un peu les modes prédominants, hop, donc en comparant ici les deux modes, donc vous voyez ici, le mode numéro 1 il est prédominant suivant Y, donc on a les mêmes taux de participation. Donc ça ne modifie pas l'analyse modale, on conserve le même niveau de précision. Par contre, ça annule les modes qui ont très peu de taux de participation. Alors on voit quand même quelques modes avec des taux de participation qui sont relativement faibles, également avec la méthode de Ritz, c'est qu'ils sont un mode de déformation important suivant Z. Donc comme c'est une analyse 3D, l'axe Z agit, même s'il n'est pas calculé. Dans ce cas-là,
ça peut engendrer des pourcentages de masse mobilisés suivant X et Y un peu faibles. Mais dans tous les cas, on arrive à des critères de convergence atteints de manière beaucoup plus rapide. Donc voilà pour ce point-là. On va retourner sur le diapo. Donc, une autre méthode est disponible pour l'analyse sismique, c'est l'analyse via une étude dynamique temporelle. Donc, on va pouvoir utiliser dans l'étude dynamique temporelle un accélérogramme qu'on appliquera à la structure et on va pouvoir étudier via cet accélérogramme les réponses de la structure. Donc, ça s'établit de manière classique comme un cas de charge dynamique temporelle auquel on pourra charger une courbe issue d'un accélérogramme. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle va nous permettre de prédire le comportement du bâtiment sur un emplacement donné et pour diverses intensités de mouvement de sol. Donc là, on ne travaille plus sur des réponses en enveloppe, on travaille sur des réponses à un instant T. Donc on est beaucoup plus précis. Cette méthode va nous permettre également d'obtenir les accélérations ou les déplacements à un nœud spécifique de la structure. Donc on va pouvoir étudier localement un nœud en particulier, on va pouvoir étudier les réponses de ce nœud. Du coup, ça va nous permettre notamment d'établir un spectre de transfert, un spectre de plancher via cette étude par accélérogramme. Connaissant l'accélération en fonction du temps de chacun des points suite à l'accélérogramme initial, je vais pouvoir rétablir un spectre de transfert, notamment pour étudier l'accélération des éléments connectés. Alors on reviendra sur ce point de spectre de transfert, mais voilà, l'une des premières méthodes, c'est l'utilisation des accélérogrammes pour établir des spectres de transfert. L'inconvénient de cette méthode, c'est le temps de calcul, donc forcément une étude dynamique temporelle est très chronophage, et une gestion complexe des combinaisons. Donc on ne va pas pouvoir automatiser sur les cas dynamiques temporels la génération des combinaisons, notamment la gestion de Newmark, etc. En automatique en tout cas. L'autre inconvénient, c'est que du coup, ça nécessite d'avoir un accélérogramme. Ce n'est pas une donnée forcément aisée à obtenir. Et surtout que ça ne traduit pas forcément l'accélération maximale du sol. Donc il va falloir éventuellement étudier la structure avec plusieurs accélérogrammes correspondant à des enregistrements sismiques aux alentours de l'ouvrage. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Alors, si on illustre ce point-là dans Advanced Design, donc je vais retourner sur notre modèle pour montrer comment on saisit l'étude via un accélérogramme. Donc on va pouvoir, dans le chargement, définir un cas de charge dynamique temporelle. Donc vous voyez, assez classiquement. Et dans cette analyse dynamique temporelle, je vais choisir le type de sollicitation accélérogramme et je vais aller charger ma sollicitation. Alors, on a quelques exemples d'accélérogrammes qui sont proposés dans le catalogue Advanced Design, sinon il faudra charger votre propre accélérogramme. Et donc on pourra étudier la structure avec cette variation d'accélération de la structure en fonction du temps. Voilà pour ce point. Donc, en complément des analyses linéaires, on va pouvoir étudier le séisme par une analyse statique non linéaire, notamment avec la méthode pushover, donc poussée progressif. L'intérêt de cette méthode, c'est d'obtenir les réponses maximum de la structure en tenant compte de la non-linéarité de cette structure en positionnant des rotules plastiques qui correspondent à des ressorts. Donc ça va permettre de détecter l'apparition des rotules plastiques et d'avoir une distribution des efforts qui sera beaucoup plus réaliste. Donc on va passer de liaisons rigides entre les éléments structuraux à des liaisons élastiques, sachant que dans 99% des cas de séisme, la structure subit des déplacements non linéaires. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche pour voir vraiment le comportement réel de la structure. Donc le principe de cette méthode, il peut être décrit par les opérations suivantes. Donc première étape, ça va être la définition des rotules plastiques selon un chemin réglementaire. Donc la norme va nous permettre de définir le degré de plasticité acceptable dans chaque point de liaison. Donc nous, on va établir une loi de comportement
Et à l'issue du calcul, on va pouvoir vérifier que ces rotules respectent le degré de plasticité imposé par la norme qui va dépendre de la catégorie d'importance de l'ouvrage. Donc là, soit on limite la plasticité, soit on autorise des incursions significatives dans le domaine plastique. Une fois qu'on a déterminé, positionné les rotules plastiques, on va pouvoir déterminer la loi de comportement élastique-plastique de la structure à l'aide d'un chargement horizontal appliqué progressivement. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va appliquer une charge horizontale à- à- qui va être discrétisée et appliquée par palier. Et à chaque palier, on va mesurer le déplacement d'un point de référence qui est généralement situé au centre de gravité de la toiture. Donc à chacune de ces étapes, on va mesurer et on va établir la loi de comportement de notre structure, donc comment se déforme la structure en fonction du chargement appliqué. Et du coup, ce sera une loi non linéaire parce qu'on va faire apparaître ces fameuses rotules plastiques dans la structure. Une fois qu'on a le comportement de notre structure, on sait comment elle va réagir, on va lui appliquer le spectre de réponse réglementaire pour la recherche du point de performance. Donc on va regarder à quel moment euh, la structure converge avec le spectre appliqué. Donc voir si la structure est capable de reprendre l'accélération sismique réglementaire. Et qu'est-ce qu'elle subit à cette accélération, comment elle réagit par rapport à cette accélération réglementaire. Donc voilà, c'est le dernier point. Donc une fois qu'on a ce fameux point de performance, on va analyser la structure. Est-ce qu'elle est comment son état de plasticité et l'état des rotules. Donc première étape, ça va être la définition des rotules plastiques. Les rotules plastiques correspondent à des ressorts non linéaires. Alors les lois de comportement réglementaires des rotules plastiques sont assez complexes, hein, et nous on va traduire ça par une loi bilinéaire, donc un état élastique, et dès qu'on atteint la plasticité, on a un palier droit. Les ressorts sont généralement positionnés dans les zones les plus chargées par le séisme, ce qui est logique, hein, donc aux connexions reprenant le plus de moments. Donc ça on peut établir le diagramme des moments sur une structure et localiser ces moments importants, et c'est à ces niveaux-là où il est intéressant de positionner des rotules plastiques c'est eux qui vont plastifier en priorité. Donc en règle générale, sous un cas sismique, ça va être le premier niveau du bâtiment. Les rotules plastiques suivent la loi de comportement définie par la norme. Donc voilà, c'est la norme qui va nous définir la loi de comportement de ces rotules plastiques. Donc tout ça, c'est déjà intégré au niveau du logiciel. On a la possibilité de tracer une courbe de comportement des rotules plastiques, mais sinon, on pourra utiliser ce qui est spécifié dans la norme, donc ces lois de comportement, qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Plusieurs types de rotules plastiques sont disponibles. Vous avez les rotules plastiques axiales, donc pour les éléments qui travaillent essentiellement sous un effort normal, donc traction, compression. Vous avez les rotules plastiques en flexion, donc pour les éléments encastrés, et les rotules plastiques en cisaillement, donc qui est un peu plus rare. Deuxième étape, ça va être le calcul de la courbe pushover, hein, la courbe de poussée progressive. Donc on va définir le chargement de poussée pour la poussée progressive. Donc on va appliquer un effort à la structure suffisamment grand pour atteindre la plasticité de la structure. Donc plusieurs schémas de chargement sont disponibles. Donc vous avez la possibilité de mettre un schéma avec un effort ponctuel en tête, une répartition linéaire sur la hauteur du bâtiment. Donc l'effort en tête d'étage correspond et est réparti au prorata des hauteurs d'étage et des masses appliquées. Une répartition triangulaire, donc qui tient compte de la variation des hauteurs d'étage et de la masse par étage. Donc le schéma répartition uniforme correspond à une répartition de masse uniforme. Après, vous avez des répartitions un peu plus complexes, donc répartition parabolique ou alors une répartition définie par l'utilisateur. Donc c'est vous qui avez la main, vous allez pouvoir imposer vos efforts à chacun des points. Les autres schémas sont automatiques. Donc vous allez choisir votre schéma de chargement et lui il va appliquer l'effort en fonction. Donc on va donner l'intensité maxi et lui va la répartir suivant le schéma choisi. Sauf pour le choix défini par l'utilisateur où c'est vous qui allez imposer les efforts au point souhaité. Alors l'Eurocode 8
dans son paragraphe 4.4.4.2 de donc l'Eurocode 8-3 nous impose deux schémas de chargement, un schéma de répartition uniforme et un schéma de répartition selon la déformée modale du mode prépondérant. Donc vous retrouvez ici l'article. Donc voilà, donc on va essayer de reconstituer l'état de déformation du mode prépondérant à l'aide de ces masses. Alors si on prend un modèle régulier, le mode prépondérant va nous amener un chargement qui correspondra à une répartition triangulaire. Donc on sera plutôt sur ce schéma-là pour des ouvrages réguliers. Troisième étape, toujours dans la deuxième étape de la définition de la courbe Pushover. Donc une fois qu'on a établi ce chargement, donc on va discrétiser ce chargement, l'intégrer par palier et calculer la déformation que subirait le point de référence. Donc le point de référence qui, comme on l'a vu tout à l'heure, peut correspondre, en règle générale, on le fait correspondre au centre de gravité de la toiture. Donc le logiciel applique un calcul non linéaire permettant de discrétiser le chargement en plusieurs étapes. À chaque étape, le logiciel détermine la présence de rotules plastiques, met à jour la matrice de rigidité, donc pour tenir compte de cette rotule plastique, enregistre le déplacement du point de référence et passe à l'étape suivante en ajoutant un pas de chargement. Du coup, vous allez pouvoir étudier derrière euh, les déformés à chaque étape de chargement et on va pouvoir obtenir la courbe que vous voyez ici, donc la courbe pushover. Donc à chaque étape de chargement, vous avez ici la loi de comportement. Et là, on voit la plasticité qui est amenée dans la structure. Troisième étape, donc c'est la définition du spectre de réponse. Donc ça classiquement, cas de charge sismique tel que vous avez l'habitude de l'établir, avec votre zone sismique et votre catégorie d'importance, ça va lui donner le spectre de réponse associé à une analyse modale. Une fois qu'on a ce spectre de réponse, le but maintenant est de rechercher le point de performance. Donc pour voir si la structure, on connaît maintenant le comportement de notre structure non linéaire, on va lui intégrer et on va comparer ce fonctionnement au spectre appliqué, voir si elle est capable de reprendre cet effort. Donc la recherche du point commun entre les courbes pushover et le spectre de réponse doit se faire selon un référentiel commun. Effectivement, vous avez une courbe qui correspond à un chargement total appliqué par rapport à un déplacement et une courbe qui correspond à une accélération en fonction de la période. Donc l'idée c'est de mettre en commun ces deux courbes, mais cette mise en commun doit se faire sur un référentiel identique. Donc pour cela, on va convertir les courbes Pushover et le spectre de réponse en un référentiel ADRS qui correspond à le spectre de réponse d'accélération de déplacement. Vous avez donc l'ordonnée donc SA qui correspond à l'accélération spectrale et SD qui correspond au déplacement spectral. Première étape, donc c'est la conversion de la courbe Pushover dans le référentiel commun. Donc vous avez donc l'effort appliqué de manière progressive et le déplacement réel de la structure. Et du coup, ce qu'on cherche à obtenir, c'est l'accélération spectrale en fonction du déplacement spectral. Donc, sachant que l'effort tranchant appliqué et le delta R, ça correspond à FB sur dN. C'est la même chose. Du coup, on va pouvoir calculer l'accélération spectrale à partir de l'effort appliqué divisé par la masse modale fois le facteur de participation. Ensuite, le déplacement spectral peut être obtenu à partir du déplacement réel de la structure divisé par le facteur de participation. Donc c'est comme ça qu'on traduit, qu'on transforme la courbe Pushover dans le référentiel ADRS. On fait la même chose pour le spectre de réponse, donc la conversion du spectre de réponse. Donc vous avez un spectre en ordonnée avec des accélérations. Donc là, du coup, l'ordonnée ne change pas. On a la même ordonnée. Et on va faire transformer donc la période en déplacement spectral.
Donc comme on peut le voir, la, la courbe du spectre de réponse est fonction de la période, alors que le référentiel commun vous donne les déplacements spectrales pour des périodes constantes. Donc on va pouvoir transformer, donc obtenir le déplacement spectral à partir de l'accélération spectrale avec la composante, donc la pulsation propre de la structure. Voilà, donc une fois qu'on a converti les deux courbes, la courbe de pushover et ainsi que le spectre de réponse réglementaire, dans le même référentiel, on va pouvoir les superposer, donc les mettre sur le même diagramme, pour essayer de détecter le point de performance. Le principe, c'est que le logiciel va tester quelques points dans l'étape de chargement et il va vérifier l'intersection entre ces deux courbes. Alors, à chaque point de la courbe de poussée, on recalcule le spectre de réponse avec le nouvel amortissement. Donc, il faut savoir qu'à chaque plastification, la structure possède un nouvel amortissement sismique et du coup, il faut rétablir le spectre de réponse avec ce nouvel amortissement, sachant que réglementairement, les spectres de réponse sont établis pour des structures qui amortissent à 5%, donc à chaque fois, on va redéfinir ce spectre. Donc là, si on analyse un peu les opérations qui seront effectuées par le logiciel, donc il va tester plusieurs points. Donc par exemple, il va arriver au point A, et ce point, il va conclure que le point A n'est pas le point de performance car il n'y a pas d'intersection entre la courbe pushover et le spectre de réponse. Donc il va passer au deuxième point, donc le point B, où là on a eu une plastification locale des éléments, donc on voit qu'on rentre dans la zone plastique. Dans ce cas-là, l'amortissement de la structure a été modifié. Du coup, il va rétablir un spectre de réponse pour le nouvel amortissement qui correspond à la courbe B. Même conclusion, le point B n'est pas le point de performance car il n'y a pas d'intersection entre la courbe pushover et le spectre de réponse. Donc à ce point-là. Donc on passe sur le troisième point, donc le point numéro C, qui lui par contre a été donc on va calculer, on a déterminé un nouvel amortissement sur ce point C parce qu'il y a eu de nouvelles rotules plastiques qui ont apparu dans la structure et du coup on définit le spectre de réponse avec ce nouvel amortissement, on obtient la courbe C et là on s'aperçoit qu'il y a un point d'intersection entre le spectre de réponse et la courbe pushover, donc le point C correspond au point de performance. Donc on va noter, à partir de là, on va pouvoir noter l'étape de chargement qui amène à ce point C dans la discrétisation du chargement pushover. Et on va analyser ce point C si la structure, les rotules plastiques vont apparaître dans la structure. Donc pour cela, c'est l'étape suivante. Hein. Donc une fois que le point de performance est obtenu, on note ce dernier, si ce dernier est obtenu en élasticité ou en plasticité, ou après la ruine de la structure. Dans le cas où on n'a pas obtenu de point de performance, donc le logiciel n'a pas pu trouver de point d'intersection entre la coupe pushover et le spectre de réponse, cela signifie que la structure a déjà ruiné. Donc le séisme va ruiner la structure, donc la structure n'est pas capable, elle n'est pas en mesure de résister au séisme appliqué. Dans le cas où il y a un point de performance qui est obtenu en zone de plasticité, on notera l'étape qui a amené à ce point de convergence entre les deux courbes, donc le point de performance, et on analyse l'état limite des rotules à cette étape. Donc là, graphiquement, on va retrouver la courbe pushover avec les opérations qui ont amené à la convergence entre les deux courbes. Et on va pouvoir afficher graphiquement les rotules plastiques qui sont apparus dans la structure et un code couleur sera associé à chaque rotule plastique qui va nous permettre de donner l'état de plasticité de ces rotules. Donc on a plusieurs états disponibles, donc EL comme élastique, donc on est resté dans la phase élastique. Ensuite, dans la plastification des rotules, vous avez plusieurs critères, plusieurs états de plastification qui seront du coup
correspondront aux limites réglementaires associées à la catégorie d'importance de l'ouvrage. Donc on a les rotules plastiques de type DL, donc Damage Limitation, donc où on va essayer de limiter les dommages dans la structure. Vous avez ensuite pour certaines structures qui sont relativement faibles en catégorie d'importance, on va pouvoir aller jusqu'au SD, donc Significant Damage, où là on a des dommages liés au séisme qui sont significatifs. Et enfin, vous avez le dernier état de plasticité des rotules qui est NC, Near Collapse, où là on est proche de la ruine de l'ouvrage. Donc on est vraiment dans le domaine plastique, vraiment à la limite de la rupture. Ok, donc avec tous ces éléments, on va pouvoir appliquer sur Advanced Design. Donc on va passer sur le logiciel. On va prendre un modèle pour vous montrer la saisie et un modèle pour illustrer l'exploitation. En termes de saisie, l'analyse pushover, c'est un cas de charge comme les autres qui est disponible dans la liste des cas de charge. Ça vous crée donc une nouvelle famille dans laquelle on va pouvoir choisir les types de chargement à appliquer. Donc là, si on suit les eurocodes, on est censé appliquer deux types de chargement. Un issu de donc une répartition uniforme et un qui va correspondre à la déformée modale du mode prépondérant. Donc là, pour l'exemple, on va se contenter d'un cas de charge. Vous allez pouvoir choisir la direction de la charge, donc suivant x plus, y plus, x moins, y moins. Et du coup, donc, dans cette liste-là, on retrouve les différents types de chargement conventionnels à appliquer. Donc en choisissant défini par l'utilisateur, c'est nous qui allons appliquer les charges directement sur la structure. Ensuite, donc, pour les chargements automatiques, vous allez pouvoir choisir le type de charge qu'il va appliquer, soit une charge ponctuelle réduite au centre de masse, soit une charge surfacique répartie sur l'ensemble des dalles. Donc ça peut être intéressant pour les modèles bâtiments, béton. À partir de là, donc, on va pouvoir générer automatiquement le cas de charge. Donc il va nous créer un nouveau cas de charge dans lequel on va pouvoir définir le point de contrôle. Donc c'est ce point-là que le logiciel va mesurer le déplacement de ce point-là à chaque étape de chargement pour établir la courbe pushover. Donc soit vous laissez la mesure sur le déplacement max, mais du coup ça ne sera pas forcément un nœud concomitant, soit vous fixez le numéro du nœud. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà faire une première analyse pour avoir donc le maillage, récupérer le numéro du nœud qu'on viendra reporter ici. Et ensuite, on va appliquer la charge linéairement ou ponctuellement en fonction de ce qu'on souhaite comme chargement à des éléments. Enfin, moi, je mettrai les charges au niveau de chaque plancher, de chaque étage, de cette manière-là, donc avec une dégression pour avoir une forme triangulaire au niveau du chargement type. Associé à cette analyse pushover, à ce cas de charge pushover, vous avez l'analyse non linéaire qui est établie, donc statique non linéaire, sur lequel on peut activer le grand déplacement. Et ici on va pouvoir gérer donc le pas de chargement, le nombre de discrétisations, les itérations et les itérations stabilisées. Et donc on fera également appliquer un chargement sismique, classiquement, pour avoir le spectre de réponse et pour pouvoir obtenir le point de convergence, le point de performance. Et du coup, cette analyse sismique est liée à l'analyse modale. Au moment du calcul, lorsque vous activez le calcul pushover, automatiquement il vous active l'analyse béton armé et l'analyse métal. Parce qu'il a besoin pour une structure béton armé d'avoir le ferraillage pour calculer les rotules plastiques et il a besoin pour les éléments métalliques de définir la classe de la section. C'est pour ça que par défaut il vous active directement ces options. Pour un élément métallique, pour une structure métallique, on va pouvoir forcer la classe pour éviter de lancer l'analyse métal. Et ensuite, on va générer donc les rotules plastiques au droit de chaque connexion. Donc sur toutes les connexions des éléments, on va pouvoir lui définir les rotules plastiques, donc les extrémités concernées. Donc si on prend les éléments poutres et poteaux,
je vais pouvoir définir la loi de comportement de la rotule plastique. Donc automatiquement, il vous propose l'application des Eurocode 8 et il vous choisit le type de chargement. Donc là, il a détecté le matériau des éléments sélectionnés, donc en acier, et il me propose le tableau définissant la loi de comportement des rotules plastiques en flexion. Vous avez ici le petit schéma réglementaire qui va définir chaque situation, chaque état de plastification. Donc damage limitation, donc dommage limité, euh, significant damage et near collapse. Donc en fonction de la catégorie d'importance de votre ouvrage, on pourra détecter le type de rotule plastique que le logiciel va calculer sur les éléments. Donc ça, on aura le même code couleur qui sera appliqué au niveau de l'exploitation des résultats. Donc en vert, on aura les rotules pour lesquelles les dommages sont limités. En orange, on aura les rotules pour lesquelles on a un dommage significatif. Et enfin, pour les rotules qui sont proches de la rupture, ils seront en rouge. Pour les rotules qui seront restés en élasticité, dans ce cas-là, on aura une indication de la rotule avec le code couleur bleu. Bien sûr, vous avez la possibilité de créer votre propre loi de comportement. Donc dans ce cas-là, c'est vous qui allez tracer votre courbe. Voilà, donc une fois qu'on aura défini tous ces paramètres, on va pouvoir lancer le calcul. Donc bien coché ici, calcul pushover. Et comme on a pu le voir, il active l'analyse métier associée. Une fois le calcul effectué, donc on va partir sur un modèle simple, je vais pouvoir demander au logiciel, bon, dans un premier temps, je vais pouvoir visualiser les déplacements. Hop, je vais désactiver l'enveloppe. On va demander pour tous les cas. Et je vais donc pouvoir visualiser les déplacements pushover à chaque étape de chargement. Donc ça me permet de voir les valeurs de déplacement, donc pour l'étape 1, etc. Voir l'impact de chaque étape de chargement. Et j'arrive donc sur la dernière étape à 26 cm de déplacement. On va également pouvoir visualiser les rotules plastiques à chaque étape de chargement. Donc par exemple, on voit que sur l'étape numéro 1, on n'a que des nœuds bleus qui signifient qu'on est en élasticité. Donc il n'y a pas eu encore de plastification. Donc si je prends une étape intermédiaire, l'étape numéro 10, donc j'ai quelques rotules qui ont plastifié, mais on reste dans le domaine limité de dommages. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière étape. On voit apparaître des rotules jaunes, où là, effectivement, on est dans des dommages significatifs. Et on voit apparaître également des rotules plastiques au niveau des pieds de poteau. Donc maintenant, on va voir si la dernière étape correspond au point de performance. Donc on va aller chercher dans la courbe pushover, vous voyez, donc on a l'évolution du chargement étape par étape. Je peux aller lire sur le graphique les différents efforts tranchants appliqués sur la structure. Donc à la dernière étape, on est sur l'effort tranchant total appliqué à notre structure. Et je vais demander au logiciel d'obtenir le point de performance suivant l'Eurocode 8. Vous avez la possibilité également de l'avoir pour l'instant avec le code italien. Et là on voit que le point de performance il est obtenu sur l'étape, donc on l'a ici sur l'étape numéro 13. Donc c'est cette étape là qui nous amène, qui correspond au chargement sismique appliqué à notre structure. Donc on va vérifier sur cette étape là. Donc là on voit qu'on est sur cette étape on est en plasticité, mais on n'a pas encore la ruine. Donc là a priori l'accélération subie, l'accélération sismique subie par la structure peut être repris. On n'a pas de problème de ruine sur notre structure. Au niveau des rotules plastiques, donc là je vais pouvoir visualiser sur l'étape numéro 13 l'état de mes rotules. Et là on voit que on n'est que sur des rotules pour lesquelles le dommage est limité. Donc si on est sur une classe d'importance d'ouvrage, catégorie haute, là on voit que on n'aura pas de soucis vis-à-vis du séisme.
Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir analyser notre structure. Donc voilà, le méthode statique non linéaire, la méthode de pushover poussé progressif, permet voilà, de valider la conception déjà initialement faite par une analyse modale spectrale classique. Donc dans un premier temps, on va déjà dimensionner les éléments conformément à leur code 8 et ensuite on va faire cette vérification via cette méthode pushover pour vérifier qu'on a bien des rotules, les rotules sont acceptables. Donc voilà pour cette partie. Donc voilà pour ce point concernant l'analyse pushover. Donc le point suivant concerne l'établissement d'un spectre de transfert, appelé également spectre de plancher. Donc dans un premier temps, il est important de noter que la lecture directe des accélérations au nœud de liaison entre la structure principale et la structure secondaire ne permet pas la reconstitution d'un spectre de transfert. Okay, donc on peut s'en appuyer pour certaines méthodes, mais on ne pourra pas les utiliser directement. Il y a des paramètres qui rentrent en compte. C'est un peu plus compliqué. Donc l'une des méthodes qui est disponible, et l'une des méthodes les plus simples disponibles dans la littérature, c'est la méthode Direct Spectra to Spectra méthode. Donc cette méthode propose une approche simplifiée qui permet d'obtenir directement un spectre de réponse du plancher à partir, donc spectre de transfert, à partir du spectre de réponse du sol. Donc on va s'appuyer sur le spectre de réponse du sol pour établir notre spectre de transfert, notre spectre de réponse du plancher. Va intervenir dans ce spectre de réponse de plancher l'amortissement des éléments de la structure principale et secondaire et les caractéristiques modales pareil, des structures primaires et secondaires. Les étapes de cette méthode peuvent être traduites par les points suivants. Donc, dans un premier temps, on établit une analyse modale de la structure principale sans la structure secondaire, c'est l'intérêt. Ensuite, on obtient les valeurs propres et les vecteurs propres de cette structure principale. Et ensuite, on génère le spectre de transfert à l'aide d'une formule qu'on va voir par la suite. Donc la génération du spectre de transfert dépend déjà d'un premier calcul et qui est l'accélération spectrale transmise par le mode I du bâtiment principal à la structure secondaire de fréquence propre J. Donc il y a une interaction entre les deux structures et ce coefficient SAIJ qu'on va calculer permet de créer une amplification, phénomène d'amplification dynamique de la structure secondaire par la structure principale. Pour établir le spectre de transfert, il faut calculer les effets du mode I de la structure principale par rapport au mode J de la structure secondaire. Donc on a besoin de connaître les caractéristiques modales de la structure principale et de la structure secondaire. L'accélération de la structure secondaire va être modifiée par la présence de la structure principale. Pour déterminer l'effet de la structure principale sur la structure secondaire, on utilise la formule que vous voyez à l'écran, issue de l'analyse par intégration du Hamel. Donc le coefficient SAIJ, qui est l'accélération I donc du mode de la période, du mode I de la structure principale sur le mode J de la structure secondaire, est égal à 1 sur la racine carrée. Donc intervient dans cette formule les coefficients oméga EJ, oméga BI. Donc oméga, ce sont les pulsations propres. Donc BI, ça va être la pulsation propre de la structure principale au mode I. Oméga EJ, c'est la pulsation propre de la structure secondaire au mode J. On intervient ce coefficient d'amortissement critique, donc pareil, EJ pour la structure secondaire et le coefficient d'amortissement critique BI pour la structure secondaire. Et enfin, l'autre paramètre qui intervient, ça va être SA, donc c'est l'accélération spectrale du sol, enfin du spectre de réponse réglementaire pour donc, la structure principale et pour la structure secondaire. Donc
associés aux paramètres de pulsation et d'amortissement propres de la structure principale et de la structure secondaire. Connaissant SAIJ, on en déduit l'accélération spectrale du mode I du bâtiment à la fréquence FJ de la structure secondaire. Donc c'est comme ça qu'on va établir le spectre avec donc, ce coefficient SAIJ. On va déterminer SAJ, qui est l'accélération spectrale sur la structure secondaire. C'est la racine carrée de la somme des périodes des modes I à N de la structure principale. Donc le tout facteur de donc la somme du facteur de participation du mode I fois le vecteur propre. Donc I à chaque fois ça correspond à la structure principale. Donc fois le vecteur propre, la valeur du vecteur propre au nœud de liaison. Donc K c'est le nœud de liaison entre la structure principale et secondaire. Le tout fois SAIJ, donc le coefficient qu'on vient de calculer. Le tout au carré. Donc ça ressemble beaucoup à la racine carrée des sommes des carrés, la méthode SRSS qu'on connaît dans les combinaisons d'action sismique. Donc voilà, vous avez la désignation de tous ces termes. Donc SAIJ, c'est la valeur du spectre de réponse du plancher correspondant au mode J de la structure secondaire tenant compte de tous les modes de la structure primaire, donc de I égale 1 à N. SAIJ, donc c'est le paramètre qu'on a calculé précédemment, donc c'est l'accélération spectrale transmise par le mode I du bâtiment principal et à la structure secondaire la fréquence J. Oméga BI, donc c'est la pulsation propre de la structure principale au mode I. Oméga EI, c'est la pulsation propre de la structure secondaire au mode J. Vous avez les amortissements critiques, donc le pourcentage d'amortissement critique de la structure primaire au mode I et de la structure secondaire au mode J. Et les accélérations spectrales issues du spectre de réponse réglementaire. Donc ça on va le dire directement sur le spectre d'accélération au sol qu'on aura, le spectre de réponse d'accélération au sol qu'on aura établi via la norme, à la fréquence FI et à la fréquence FJ. Vous avez le facteur de participation modale qui intervient également, donc du mode I, donc là on parle de la structure, facteur de participation de la structure principale, et le vecteur, la valeur du vecteur propre au nœud de liaison K pour le mode I. Donc voilà comment on établit ce spectre en calculant les accélérations aux différentes périodes, donc aux différents modes qui correspondent à une période, à des caractéristiques modales. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir tracer notre courbe de spectre de transfert. Les conditions dans lesquelles on va pouvoir appliquer cette méthode simplifiée sont les suivantes. Donc déjà, il faut vous assurer que la structure secondaire assure un effet de membrane. Donc elle est infiniment rigide dans le plan. Tous les points de liaison avec la structure principale subissent la même vibration. Donc c'est ce qui traduit l'effet de membrane. La structure secondaire doit appartenir au même plan. Donc elle doit être au même niveau, même étage ou au niveau de la toiture. Donc ça traduit l'effet de membrane. Ensuite, le troisième point, c'est que la masse de la structure secondaire doit être relativement plus faible que celle de la structure principale pour ne pas influencer le comportement dynamique de la structure principale. Donc il faut que le rapport des masses entre la structure principale et secondaire soit relativement important. Dans ce cas, on va pouvoir utiliser cette méthode simplifiée, mais en plus, on va pouvoir considérer que peu importe la structure secondaire, on n'aura pas besoin forcément des caractéristiques propres de la structure secondaire, on va pouvoir forfaitiser cette structure secondaire. Donc dans ce cas, le spectre de réponse de plancher peut s'appliquer sur toutes les structures secondaires respectant les points ci-dessus. Pour établir donc le spectre de transfert, on va pouvoir établir les caractéristiques modales de la structure secondaire, donc en les forfaitisant. Donc on fixe l'amortissement de la structure secondaire. Et pour les pulsations propres, on va prendre un pas de variation constant, ce qui va nous permettre de tracer notre courbe. Donc on peut prendre un pas de variation constant de période t égale 0,1 seconde par exemple pour construire donc le spectre de réponse de plancher. Voilà, donc ça permet de ne pas forcément calculer les caractéristiques propres de la structure secondaire et se concentrer sur la structure principale. Et pour les caractéristiques modales de la structure secondaire, on va les forfaitiser, donc en fixant l'amortissement critique, le pourcentage d'amortissement critique, et en fixant la pulsation de chaque mode en prenant un pas de variation régulier, en faisant varier donc ce pas de cette période. Au niveau du logiciel,
Donc, quelles sont les données qu'on aura besoin de récupérer? Vous avez besoin de récupérer pour établir ce spectre de transfert les grandeurs des modes propres qui vont me permettre de vous donner la pulsation de chaque mode. On aura besoin également du tableau vecteur modal, donc c'est ce qui va nous permettre de donner le vecteur au nœud de liaison. Donc là, dans ce cas-là, on va sélectionner le nœud qui nous intéresse avant d'établir ce tableau, sachant que si vous respectez les conditions qu'on a citées précédemment, peu importe le nœud de liaison que vous sélectionnez, normalement vous avez les mêmes vibrations. Et enfin, on va demander le tableau masse modale et accélération sismique qui va vous donner le facteur de participation de chaque mode. Et là, avec toutes ces données, on va pouvoir établir notre spectre de transfert. Donc prenons un cas concret. Donc, sur Advanced Design, on va voir un modèle. Donc, par exemple, ce stade qui est composé d'un bloc béton, d'une ossature béton, sur lequel vient se poser une toiture métallique. Donc là, pour le coup, l'analyse sismique sur ce modèle ne permet pas de converger. Ça nécessite énormément de modes car on a énormément de modes locaux liés aux éléments métalliques. Donc là, il a fallu faire une double modélisation, donc un modèle pour la partie béton et un modèle pour la structure métallique, et du coup transmettre les accélérations point de liaison, donc créer un spectre de transfert pour avoir un spectre de réponse de plancher pour pouvoir dimensionner la structure métallique. Donc on a créé un premier modèle avec la structure béton seule. On a reconstitué l'effet de membrane, donc qu'on peut reconstituer à l'aide de rigides pour créer la rigidité horizontale de la toiture. Donc on se retrouve avec ce modèle, avec uniquement les éléments béton. Et à l'issue du calcul sismique, on va aller chercher les informations qui nous intéressent. Donc pour cela, on va sélectionner un nœud. Donc comme je vous ai expliqué, si on respecte les conditions liées à la méthode simplifiée de la création du spectre de transfert, spectre de réponse de plancher, on peut sélectionner n'importe quel point de liaison. Et là, on va aller demander les documents qui nous intéressent, à savoir donc le tableau qui se situe dans résultats, analyse modale, grandeur des modes propres et la rubrique résultats sismiques par mode. On va demander le tableau des grandeurs des modes propres, le tableau des vecteurs modaux et le tableau de la masse modale et accélération sismique par cas. Et ces tableaux-là sont liés à ma sélection, donc au nœud concerné, et je vais pouvoir les générer. Et j'obtiens les informations qui m'intéressent, donc à savoir les pulsations propres. Donc le tableau valeur modale va me donner les pulsations propres de chaque mode. J'ai besoin également du facteur de participation. C'est ce paramètre qui va intervenir dans la formule pour établir le spectre de réponse. Bien sûr, on a également le pourcentage d'amortissement critique qu'on retrouve ici dans le tableau grande valeur modale. Et vous avez donc le vecteur, la valeur du vecteur propre donc du nœud concerné, le nœud de liaison. Alors, en fonction du type de spectre que vous voulez établir, spectre suivant X et spectre suivant Y, on va récupérer la grandeur concernée. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est la grandeur dx pour le spectre de réponse suivant X. Et dès que je ferai, pour le spectre suivant Y, je prendrai cette valeur. Les rotations sont généralement négligées, donc on va s'intéresser uniquement du vecteur propre, la valeur du vecteur propre, mode par mode, du nœud concerné, donc suivant X et ensuite suivant Y. Voilà donc pour l'établissement d'un spectre de réponse de plancher. Ok, donc voilà la démarche pour établir un spectre de transfert, un spectre de réponse de transfert. Donc maintenant on va pouvoir s'intéresser au sujet suivant. La détermination des éléments primaires et secondaires au sens sismique. Donc ce que dit la norme, alors la norme nous dit que la détermination des éléments sismiques primaires et secondaires, il convient que la contribution de tous les éléments sismiques secondaires à la raideur latérale ne dépasse pas plus de 15%
de celle de tous les éléments sismiques primaires. Donc ça signifie que la somme des rigidités des éléments secondaires doit être inférieure ou égale à 15% de la rigidité globale de l'étage en gros. Donc on va faire une étude par étage. La comparaison des efforts tranchants internes sous cas statique champ de pesanteur par exemple permet de comparer les rigidités. Effectivement, aux éléments finis, la distribution des efforts se fait au prorata des rigidités. Donc en comparant des efforts internes, on compare des rigidités. Cette comparaison peut être faite sur n'importe quel cas de charge, donc ça peut être sur n'importe quel effort interne. Par contre, il ne peut pas être effectué sur un effort interne issu d'une CQC. Parce que les efforts issus de la CQC, ce sont des efforts issus d'une combinaison quadratique complète. Ce n'est pas linéaire, ça ne traduit pas une rigidité. Donc il va falloir créer un cas de charge statique, par exemple, sur lequel on va mettre un effort. Cet effort va être distribué et puis on va comparer le pourcentage repris sur chacun des éléments. Alors pour faire plus simple, on va même pouvoir comparer les efforts internes sur un champ de pesanteur horizontal. Donc Advanced Design le permet. Donc la première, on va étudier donc un bâtiment béton armé composé de plusieurs niveaux et on va s'intéresser dans un premier temps au sous-sol. Donc après l'opération sera la même sur tous les autres niveaux. Donc la première étape, ça va être donc de créer les cas de charge statiques et notamment les champs de pesanteur. Donc, vous voyez, dans les captures d'écran, on crée des cas de charge permanents dans lesquels on va intégrer un champ de pesanteur, un coup suivant X et un coup suivant Y. À partir de là, on va éditer les efforts tranchants internes de tous les voiles du sous-sol. Alors là, on va créer un tableau utilisateur pour n'avoir que les efforts qui nous intéressent. Et on va aller chercher tous les voiles qui reprennent, donc en sommant les efforts internes, qui reprendront 15% de l'effort tranchant total. Donc voilà, donc on va faire quelques opérations sur Excel qui vont nous permettre donc de faire la somme des efforts et jusqu'à atteindre les 15%. Et après, on pourra donc sélectionner les voiles concernées et les repérer sur le modèle pour voir quels sont les éléments secondaires. Donc, on va illustrer ce point sur un autre modèle. Donc, prenons ce bâtiment, voilà, composé de 5 niveaux. Donc, on a rajouté le cas de charge 3 dans lequel on met un champ de pesanteur suivant X et le cas de charge numéro 4 dans lequel on met un champ de pesanteur suivant Y. Ce champ de pesanteur, donc ça va créer des efforts internes qui vont être distribués au prorata des rigidités. Donc nous, on va s'intéresser uniquement au niveau du sous-sol. Donc je vais l'isoler et là, on va voir la distribution des voiles. Donc on va pouvoir repérer sur cette structure quels sont les éléments principaux et secondaires. Donc on va lancer le calcul sur cette structure. Donc, le calcul a déjà été mené. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner les entités qui m'intéressent, notamment les voiles du sous-sol. Et sur toutes ces entités, on va demander la génération des efforts tranchants. Alors, suivant X et suivant Y. Donc là, j'ai créé un tableau utilisateur à partir du tableau des torseurs dans les voiles, dans lequel j'ai uniquement conservé l'effort tranchant en tête. Voilà, donc on va éditer ces deux tableaux. Donc encore une fois sous Excel. Alors, là j'avais préparé le tableau correspondant. Donc là, vous voyez, donc, sur tous les éléments sélectionnés, vous avez donc le cas de charge 3 et le cas de charge 4. Donc ce sont les champs de pesanteur suivant X et suivant Y. Vous avez ici l'effort tranchant en tête de tous ces voiles. Alors, on a créé une colonne avec la valeur absolue. Nous, on va s'intéresser aux efforts internes en valeur absolue, car le signe dépend de l'orientation de l'axe local. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la grandeur de l'effort interne. Ça nous donne un total sur tous les voiles de 224 000, de 2 241 000 décanewtons d'effort tranchant, ce qui nous donne lorsqu'on demande les 15% de la valeur totale, on est à 336 000 décanewtons. Ensuite, donc on a classé par ordre croissant, donc on a fait un tri
sur l'effort tranchant par ordre croissant. Et là, on va aller faire la somme jusqu'à obtenir la valeur des 15%. Et cette valeur de 15%, on l'obtient à partir du voile, donc de ces voiles-là. Tous ces voiles-là sont concernés. Ils reprennent moins de 15% de l'effort tranchant total, donc ils seront secondaires sous le séisme suivant X. Je fais la même opération sous le séisme Y, donc ça me donne un effort tranchant total de cette valeur. On en extrait 15%, et là, ce sont ces voiles-là qui sont concernées. Du coup, je vais demander ici les voiles qui sont concernées, donc qui sont secondaires sous le séisme X et le séisme Y, ça me donne ces voiles-là. Voilà, après on fait une transposée de cette colonne pour pouvoir aller la sélectionner rapidement sur Advanced Design. Et du coup, donc j'ai créé un fichier texte avec la liste des voiles concernées, donc issues de cette analyse. Donc je vais pouvoir prendre tous ces numéros de voiles. Donc cette liste, je l'ai obtenue directement à partir d'Excel. Ça permet d'aller plus vite. Et une fois que je retourne sur mon modèle, je vais pouvoir faire une sélection des voiles concernées. Et je valide. Et là, je retrouve ici tous les voiles concernés. Voilà, donc tous les voiles sélectionnés de la liste seront secondaires, ne seront pas soumis aux dispositions constructives de l'Eurocode 8. Donc on pourra appliquer uniquement les dispositions constructives de l'Eurocode 2, une vérification à l'Eurocode 2. Avec bien sûr les efforts sismiques qui reprennent, mais ils seront moindres que les autres voiles. Ensuite, donc on va s'intéresser à la vérification des déplacements relatifs entre étages. Donc la norme, qu'est-ce que dit la norme? C'est que vous devez vérifier le déplacement relatif entre étages en fonction des éléments, de la nature des éléments secondaires. Alors lui, Advanced Design se met dans le cas le plus défavorable et il fait la vérification du déplacement relatif entre étages, multiplié par un coefficient réducteur, doit être inférieur à 0,005 fois la hauteur de l'étage. Le coefficient réducteur, il est pris à 0,4 comme le permet l'annexe nationale française. Et cette vérification est à effectuer sous les combinaisons sismiques définies par l'Eurocode 0. Donc le principe de la vérification des déplacements relatifs entre étages, c'est dans un premier temps, il va falloir définir dans les propriétés de chacun des systèmes d'étages la notion de niveau et surtout la numérotation. Donc il va falloir donner une chronologie dans les étages. À partir de là, donc on va pouvoir éditer en automatique le tableau de vérification des déplacements relatifs entre étages qui nous donne pour chaque combinaison sismique le déplacement relatif suivant X, suivant Y, la résultante, le coefficient de réduction, le déplacement relatif par étage avec la réduction et la valeur admissible. Donc pour illustrer ce point, on va aller sur le modèle précédent dans lequel donc on a généré le séisme. On a sur chacun des systèmes par étage activé la notion de niveau et donné le numéro de l'étage. Donc là, si je prends l'étage numéro 2, vous voyez ici, on va bien penser à définir le numéro de l'étage. Là, on voit la chronologie des numéros d'étage. On a généré les combinaisons sismiques avec, dans un premier temps, Newmark, et ensuite, vous avez les combinaisons d'action ELUA. Donc c'est sous ces combinaisons-là qu'on va pouvoir vérifier le déplacement relatif entre étages. Donc à partir de là, on va pouvoir lancer le calcul, qui a déjà été effectué. Et on va demander, donc, dans la génération, dans le générateur de notes, le tableau de vérification de déplacement relatif entre étages, que vous retrouvez dans la partie résultats, résultats sismiques par mode, vérification des déplacements relatifs entre étages. Et donc, il faudra bien penser à activer les cas de charge sismiques, donc EC, ELUS, pour l'analyse du déplacement relatif entre étages. Donc lui, donc la vérification, il le fait sur les 0,005 fois la hauteur. Donc si on prend le premier niveau, qui faisait 3 mètres, je reprends, donc il faisait 3 mètres 26, donc 3 mètres 26 fois 0,005, ça nous donne
16,3 mm de valeur admissible. Donc si cette vérification n'est pas correcte, vous aurez ici l'indication dans le tableau. Donc le dernier point que je voulais vous présenter, ce sont la génération des combinaisons sismiques. Donc on va faire l'état des lieux, des outils dont vous disposez avec Advanced Design pour générer les combinaisons de Newmark et combiner ces combinaisons de Newmark avec les autres cas de charge. Donc ici, sur ce modèle, on a généré un cas de charge permanent, un cas de charge d'exploitation, ainsi que les cas de charge sismiques. Donc pour cumuler tout ça, on va utiliser le générateur de combinaisons. La première solution qui vous est donnée pour générer les combinaisons sismiques, c'est de générer Newmark et ensuite charger les combinaisons simplifiées. Alors les combinaisons simplifiées peuvent être utilisées avec le générateur de Newmark en fichier CBN à partir du moment où vous avez qu'un seul cas d'exploitation. Si vous avez plusieurs cas d'exploitation, vous ne pourrez plus utiliser les combinaisons simplifiées. Donc, dans un premier temps, je vais générer les combinaisons de Newmark avec le fichier CBN. Ici, donc, vous avez un fichier relatif aux combinaisons de Newmark à l'Eurocode 8 qui est nommé new EC8. Je l'ouvre, il met à jour mes cas de charge. Donc là, vous retrouvez les combinaisons de Newmark. Et une fois que les combinaisons Newmark ont été générées, je vais aller charger les combinaisons simplifiées qui vont permettre de cumuler les charges permanentes d'exploitation avec les combinaisons de Newmark. Donc là, vous choisissez vos situations de projet, à l'ELU et à l'ELS. Vous allez définir la catégorie des charges d'exploitation. Et à partir de là, donc on va générer les autres combinaisons. Donc vous voyez qu'ensuite, il a cumulé les actions sismiques avec les cas de charge permanents et exploitation. La deuxième solution, c'est d'utiliser le générateur de combinaisons détaillées, qui lui intègre automatiquement les combinaisons de Newmark. Donc dans les combinaisons détaillées, au niveau des paramètres, vous voyez ici qu'on a directement Newmark qui est géré. Alors, le générateur de combinaisons détaillées permet également de créer une combinaison quadratique sur vos cas de charge sismiques. Même principe, vous choisissez vos situations de projet. Vous pouvez choisir le coefficient de pondération pour les combinaisons de Newmark. Et là, on va pouvoir donc générer. Donc automatiquement, il a généré dans un premier temps les combinaisons de Newmark et ensuite il a cumulé Newmark avec les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc voilà, cette classe virtuelle est désormais terminée. Merci de votre attention.